Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal du soir sur Télé Liban. Israël insiste donc pour maintenir une présence militaire au niveau de 5 positions stratégiques, ces positions étant des collines qui surplombent le fleuve Litani, les secteurs ouest et central et les colonies israéliennes. Le Liban appelle les garants de la trêve, en l'occurrence les États-Unis et la France, à sommer Israël à se retirer du Liban Sud le 18 février en vertu du nouveau délai imparti après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah fin novembre. De l'accord doivent assumer leurs responsabilités en nous apportant leur aide, a déclaré la présidence libanaise dans un communiqué. Nous poursuivrons les contacts à différents niveaux pour pousser Israël à respecter l'accord, à se retirer à la date prévue et à libérer les prisonniers, a-t-elle ajouté. Sur ce, les spéculations vont bon train quant à ce retrait. Le président de la République, Joseph Rand, s'est dit préoccupé par l'éventualité qu'Israël ne se retire pas totalement. Il a insisté devant une délégation du syndicat des rédacteurs sur le fait que le Liban continuera à avoir recours aux moyens diplomatiques pour réaliser cet objectif, puisqu'une nouvelle guerre n'est plus tolérable. En effet, le président de la République a déclaré lors d'une rencontre avec la délégation du Conseil économique, social et environnemental que nous poursuivrons les contacts à différents niveaux pour pousser Israël à respecter l'accord, à se retirer à temps et à rendre les prisonniers. Les parrains de l'accord, en l'occurrence les États-Unis et la France, doivent assumer leurs responsabilités pour nous aider. Avant la date du retrait, l'escalade israélienne se poursuit. Un assassinat à Saïda et poursuite des violations au Liban Sud. L'armée israélienne a mené des opérations de dynamitage des bâtiments et elle a intensifié ses frappes et ses explosions. Aujourd'hui, à Saïda, un drone israélien a visé une voiture près du stade municipal de Saïda. La cible de la frappe était Mohamed Shahin, un responsable militaire du Hamas qui est décédé. L'attentat a fait aussi 3 blessés. Sur le plan des incursions israéliennes et des destructions, des forces militaires israéliennes se sont infiltrées à Kfar Shouba, accompagnées de chars et de bulldozers. Un avion israélien a largué une bombe sonore à proximité d'un endroit où se trouvaient des soldats de l'armée libanaise à Kfar Shouba. Plusieurs habitations ont été incendiées à Daïsé et des explosions ont eu lieu à Yaroun. Le projet de déclaration ministérielle a été pleinement discuté et approuvé en Conseil des ministres. Les principales affirmations de cette déclaration sont les suivantes. L'État assume l'entière responsabilité de la sécurité du pays et de l'engagement du gouvernement à respecter ses engagements, notamment la résolution 1701. Prendre toutes les mesures pour libérer la terre de l'occupation et étendre la souveraineté de l'État sur tous ses territoires avec ses propres forces, le droit du Liban à l'autodéfense, le monopole du port d'armes et à la mise en œuvre du serment d'office. Discuter d'une politique de défense intégrée dans le cadre d'une stratégie de sécurité nationale sur les plans diplomatiques, économiques et militaires. Le Conseil des ministres a abordé le volet sécuritaire et a décidé de prolonger la suspension des vols à destination et en provenance de l'Iran jusqu'à une date non déclarée. Des directives strictes ont été données aux services militaires et sécuritaires pour ne pas tolérer ou permettre la fermeture de la route de l'aéroport et pour la préservation des biens publics. Le cabinet de sécurité israélien a discuté de la trêve à Gaza, notamment la deuxième phase de l'accord censée permettre la libération de tous les otages retenus dans le territoire et la fin définitive de la guerre. La réunion du cabinet de sécurité israélien intervient au moment où le chef de la diplomatie américaine s'entretient en Arabie Saoudite du projet de Donald Trump de prendre le contrôle du territoire palestinien. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui effectue sa première tournée au Moyen-Orient depuis sa prise de fonction, s'était rendu dimanche en Israël où il a affiché un front uni avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il devait rencontrer à Riyad le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avant de poursuivre sa tournée aux Émirats arabes unis. Assurant partager une stratégie commune avec le président Trump pour l'avenir de Gaza, le Premier ministre israélien a de nouveau salué sa proposition de prendre le contrôle du territoire palestinien et d'expulser ses 2,5 millions d'habitants vers la Jordanie et l'Égypte. Le Hamas ne peut rester une force militaire ou gouvernementale. Il doit être éliminé, a souligné de son côté Marco Rubio, qui a aussi qualifié
qualifié l'Iran de plus grande source d'instabilité dans la région. Le chef du cabinet israélien, de son côté, fait écho à ses propos en menaçant d'ouvrir les portes de l'enfer au Hamas et de finir le travail avec l'Iran. Téhéran a rétorqué lundi que menacer autrui constitue une violation flagrante du droit international. Régional cette fois, l'espoir d'une trêve après des décennies de conflits au Kurdistan turc. En Turquie, après 40 ans de guerre entre l'État et les combattants kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan, l'espoir d'une trêve renaît. Un conflit qui a fait au moins 40 000 morts et brisé des milliers de familles. À Diyarbakir, Fahriye Kükur pleure sa fille, tuée en 2016 lors d'un échange de tirs entre l'armée et les combattants kurdes. Elle voulait devenir psychiatre, aider son peuple, raconte sa mère. À quelques kilomètres, Semuz Kaya pleure son fils Vedat, policier enlevé puis exécuté par les combattants kurdes en Irak. Il voulait juste vivre normalement, dit-il avec douleur. Aujourd'hui, un dialogue entre Ankara et le chef historique du mouvement kurde laisse espérer un cessez-le-feu. Beaucoup attendent avec impatience la fin de la violence. Nous voulons la paix, que ce bain de sang cesse, implore Fahriye. Mais d'autres restent méfiants, comme Semuz. On a trop souffert, on veut des actes, pas des paroles. Un cessez-le-feu pourrait-il mettre fin à cette guerre qui déchire la Turquie depuis des décennies? L'espoir est là, mais la paix reste fragile. L'Arabie saoudite accueille mardi prochain une réunion préparatoire entre hauts responsables russes et américains en vue d'un sommet entre les présidents russes Poutine et américains Trump sur l'Ukraine, a indiqué une source proche du gouvernement saoudien. Le conseiller à la sécurité nationale du président américain Mike Waltz et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff représenteront les États-Unis à la réunion prévue en Arabie saoudite. Les trois responsables américains rencontreront la délégation russe à Riyad demain, a déclaré le porte-parole du département d'État. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et Yuri Utchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, participeront à cette réunion, a indiqué la présidence russe. Les pourparlers russo-américains à Riyad visent le rétablissement des relations entre Moscou et Washington, notamment de possibles négociations sur l'Ukraine ainsi qu'un éventuel sommet Trump-Poutine, a indiqué le Kremlin. La Russie veut réorganiser l'architecture de la sécurité sur le continent européen, Moscou ayant réclamé par le passé le retrait des forces de l'OTAN d'Europe orientale. Le Kremlin considère que son assaut contre l'Ukraine visait à repousser la menace existentielle que représente à ses yeux l'Alliance atlantique. Cette rencontre sera également consacrée à la préparation d'éventuelles négociations sur le règlement ukrainien et à l'organisation d'une rencontre entre les deux présidents, Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de sa part prévenu que l'Ukraine ne reconnaîtra aucun accord russo-américain conclu sans elle. L'Ukraine ne participera pas à ces négociations et ne savait rien de leur tenue en Arabie saoudite, a déclaré Zelensky. L'Ukraine considère une négociation sur l'Ukraine sans l'Ukraine comme étant dépourvue de résultats. Nous ne reconnaîtrons pas de tels accords, a-t-il ajouté. Le Moyen-Orient pourrait aussi être sur la table des pourparlers alors que les Russes et Américains rivalisent dans la région et que Moscou a vu ses alliés Bachar el-Assad en Syrie et l'Iran essuyer des échecs. Les Européens craignent d'être tenus à l'écart de ces pourparlers et se réunissent parallèlement à Paris avec l'objectif de définir une réponse commune pour la sécurité de leur continent. Et au lendemain des pourparlers russo-américains à Riyad, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra en Arabie saoudite. Zelensky avait annoncé son voyage à Riyad la semaine dernière sans donner de date. Il avait indiqué n'avoir pas de projet de rencontrer des responsables russes ou américains. L'Arabie saoudite, que Zelensky a déjà visité à plusieurs reprises depuis le début de l'invasion russe, a joué le rôle de médiateur, au moins un pas important dans les échanges des prisonniers de guerre entre Kiev et Moscou. Et nous terminons sur cette note finale. La Grèce ouvre un musée des trésors sous-marins anciens. Un nouveau musée présentant de milliers d'objets archéologiques anciens trouvés en mer ouvrira l'année prochaine dans le port grec du Pirée près d'Athènes. Ce musée financé par l'Union européenne est le plus grand projet culturel actuellement en cours en Grèce. Son budget s'élève à plus de 93 millions d'euros. Le nouveau bâtiment de 26 mètres carrés exposerait des milliers de découvertes émergentes depuis des années des profondeurs des mers grecques. Le musée mettra également en lumière la riche histoire maritime de la Grèce.
Selon le ministre de la Culture, il exposera plus de 2500 antiquités. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous souhaite une excellente fin de soirée au programme de Télé Libre.